Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et d'abord je voudrais vous dire tout le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Grenoble. Un grand événement de la tech, un grand événement évidemment pour la région, mais aussi un très grand événement pour nous tous en France et pour l'Europe. Alors évidemment, compte tenu du sujet dont nous allons parler et dont on peut voir en déambulant dans les allées comment il est fort, comment il est vivace, comment il est vibrant, dire quelques mots évidemment de l'Europe, l'Europe à la croisée des chemins technologiques, où nous en sommes, pourquoi nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait, et je l'espère, c'est ce dont je voudrais vous entretenir, confiant aussi dans ce que nous allons pouvoir faire ensemble, nous, Européens. D'abord, deux, trois mots sur au fond, cette période singulière dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, vous n'allez pas être étonnés si je dis quelques mots sur les technologies de l'information. Ça a été ma vie, ça a été ma passion, ça a été ma formation. Je l'ai enseigné, j'ai écrit quelques livres et puis effectivement, j'ai été un acteur aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée pour accompagner de là où j'étais cette révolution des technologies de l'information. Trois phases. La première phase à la fin des années 50, l'émergence des ordinateurs, des plus gros ensuite, puis progressivement la miniaturisation. La seconde, avec l'avènement de l'Internet, entre 2000 et 2025. Et puis désormais la troisième, avec tout ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut nous offrir. Mais au fond, cette continuité, c'est quoi? C'est d'abord commencer à apprendre à traiter l'information, un peu comme une nouvelle matière, à travers évidemment la performance des ordinateurs, d'ENIAC en 1942, à Los Alamos, jusqu'au PC à la fin des années 90. Et puis l'émergence de ce qui allait être nécessaire, créé à la fois par ces infrastructures et ce qui allait être nécessaire, c'est-à-dire, évidemment, l'émergence des données, le partage, l'Internet, et enfin, depuis maintenant un quart de siècle, et vous voyez qu'on a en gros ce qu'on appelle ces graphes de Kondratiev, en gros une génération par évolution. La première génération des ordinateurs, 25 ans, la seconde de l'Internet, 25 ans, et la troisième qui s'ouvre maintenant, l'exploitation des données. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est ni plus ni moins que commencer à pouvoir exploiter ce patrimoine extraordinaire que nous avons accumulé depuis maintenant un quart de siècle pour suivre ces évolutions technologiques, que sont les données. Les données personnelles d'abord. Alors ceux qui ont pu les exploiter avant tout le monde, c'était les Américains, non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient un marché de 330 millions de consommateurs. Quand certains jeunes, je pense en particulier à Zuckerberg, décident de quitter leur première année de collège pour créer un annuaire au fond, c'est Facebook, c'était pas comme on dit dans notre jargon scientifique de la rocket science, c'était tout simplement bénéficier d'abord de ces technologies et puis du marché de 330 millions de personnes qui vivent selon des mêmes règles sur un même continent. Alors évidemment après, il y a eu beaucoup d'innovations, etc. Et l'émergence des données personnelles. Et comment on utilise ces données personnelles? On les exploite. On commence à créer de la valeur avec ces données, personnelles seulement. C'est ce que Jean Tirole va appeler ensuite le marché biface, c'est-à-dire exploiter ces données contre le fait qu'on a un service, et évidemment, avec la captation progressive de quasiment toute la publicité du monde qui va se mettre effectivement sur ces grandes plateformes. Alors, évidemment, on se dit, mais oui, mais nous, on a raté quelque chose. Eh oui, on a raté quelque chose. Et vous savez ce qu'on a raté? On a raté le fait qu'on est, certes, le premier marché du monde libre. 450 millions de consommateurs, nous, en Europe. À l'époque, on était 500 millions, parce qu'on avait encore les Britanniques avec nous. Mais on avait 27 marchés différents, au fond, 27 réglementations différentes, 27 lois différentes, et au fond, une fragmentation complète de notre marché numérique. Ce qui a fait que personne ne pouvait développer, comme on l'a fait aux États-Unis, des plateformes qui allaient, et dont je dis encore une fois, l'émergence, c'est pas des évolutions technologiques majeures.
mais personne ne pouvait le développer parce que pour le développer, il fallait avoir immédiatement le bénéfice de la profondeur de ce marché. Alors évidemment, les Chinois ont fait la même chose, un peu en retard, hein, parce qu'ils ont accumulé, ils ont pu avoir accès à ces technologies après, mais dès qu'ils ont pu avoir aussi la profondeur de leur marché, ils le font. Et au fond, qu'est-ce qui nous manque à nous, maintenant qu'on rentre dans cette deuxième phase de l'exploitation des données, qui va être beaucoup plus importante que la première, parce que maintenant, on ne parle plus uniquement des données personnelles. Là, on a stocké tout ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a trouvé les moyens de stocker les traces que nous avons laissées précisément dans ce nouvel espace qui est l'espace informationnel, où par ailleurs, nos enfants passent maintenant la plus grande partie de leur temps. Et à chaque fois qu'ils rentrent dedans, ils laissent des traces. Et ces traces, elles sont analysées, stockées, préservées dans des data centers. Et c'est précisément parce que ces traces existent qu'on a maintenant la possibilité, en les mettant en corrélation, de créer des inférences et de commencer à pouvoir répondre à des questions qu'on se pose, encore une fois, de façon statistique, mais en s'appuyant sur l'expérience humaine accumulée au cours d'un quart de siècle. C'est ça l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'accès à ces données, donc du stockage de données massif, c'est évidemment la capacité de calcul, de traitement, et puis enfin c'est les algorithmes qui vont pouvoir précisément créer les logiciels, les grands modèles, qui vont mettre tout ça en corrélation et pouvoir commencer à répondre, basé sur l'expérience encore une fois, aux questions qu'on pourra se poser. C'est la troisième vague, donc de l'exploitation des données, certes personnelle aujourd'hui, mais maintenant beaucoup plus industrielle, professionnelle. Et là, voyez-vous, l'Europe, qui est un grand continent, qui crée beaucoup de données, parce qu'on a encore beaucoup d'usines, pas assez, mais on en a beaucoup. On génère beaucoup de données dans notre activité humaine, dans le transport, dans la santé, dans tout ce que nous faisons. Ces données aujourd'hui, elles vont créer effectivement le patrimoine qui va nous permettre de développer les services les plus innovants de demain en les mettant en corrélation sur base évidemment de ce qu'on appelle intelligence artificielle. J'aime pas le mot intelligence artificielle parce que c'est un mauvais ami. Intelligence, en anglais, on dit du reste artificial intelligence. Intelligence, vous savez, c'est intelligence service. C'est plutôt les renseignements. Pour nous, l'intelligence, c'est beaucoup plus cognitif. Mais bon, alors du coup, on va mettre des mythes derrière. La vraie définition, c'est plutôt celle qui a été émise par les anglo-saxons. C'est évidemment de l'information, de l'accès de l'information mise en corrélation et qui peut permettre, par effet, donc encore une fois probabiliste, d'avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser basées sur l'expérience accumulée. Une fois qu'on a dit ça, on a tout maintenant. On a tout. Pourquoi? Quand j'arrive à la Commission européenne, l'un de mes premiers combats, ça a été de me dire il faut maintenant qu'on définisse enfin les règles pour abolir les frontières de notre espace informationnel, n'avoir plus qu'un jeu de réglementation, n'avoir plus qu'un seul réglementaire, parce qu'évidemment, dans l'espace physique, on a des lois, c'est normal, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans l'espace informationnel, dans l'espace numérique, on n'avait pas de loi. On en avait plutôt 27, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas. Elles s'opposaient souvent les unes aux autres, elles se heurtaient les unes aux autres. Et donc, avec mon équipe, on a commencé à bâtir 3 ou 4 règlements. Dans notre jargon, règlement, ça veut dire, ce sont des lois d'application directe. Donc, pour pouvoir commencer à faire tomber toutes ces 27 barrières artificielles, n'avoir plus qu'une seule loi européenne et d'un seul coup, libérer précisément le marché, le plus grand marché du monde numérique, 450 millions de consommateurs, une fois encore une demi plus important que le marché américain. Et ça a été d'abord le Data Act, ça a été ensuite le DSA, pour donner quelques lois dans l'espace informationnel et éviter que nos enfants soient les victimes de prédateurs ou de ceux qui veulent les utiliser, de manipuler des algorithmes pour intervenir notamment dans nos systèmes démocratiques par exemple. Ça a été ensuite le DMA pour mettre des règles, tout simplement, éviter qu'il y ait des effets de prédation qui puissent arriver, des règles économiques, éviter les situations de monopole. Ça a été ensuite évidemment l'AI Act, qui, je le dis en passant, j'en dirai un petit mot, ne vient de rentrer en vigueur dans ses premiers éléments qu'il y a juste 2 jours, c'était le 2 février, et dont l'application va se dérouler très progressivement sur les 5 années qui viennent, mais je vais y revenir. Et grâce au fond à ces 5 lois, alors je vous le rappelle, ce sont des lois. Ce n'est pas le travail qui a été fait par quelques collaborateurs de Thierry Breton dans l'ombre de la Commission européenne. Un mot uniquement, c'est très important pour voir comment on fonctionne. La Commission européenne, elle n'a
pas de pouvoir, si ce n'est celui de proposer des textes de loi. Ce n'est pas elle qui les vote. Elle propose à la base d'un texte de loi, mais elle le propose à nos co-législateurs, c'est-à-dire les institutions qui représentent notre démocratie européenne, c'est-à-dire le Parlement européen d'un côté, qui fait les lois européennes et qui représente, je dirais, le peuple, notre peuple européen, et le Conseil européen qui représente les territoires européens. C'est exactement comme en France, l'Assemblée nationale qui représente le peuple, le Sénat qui représente les territoires. C'est exactement comme aux États-Unis, la Chambre des représentants qui représente le peuple et le Sénat qui représente les territoires. Nous avons donc une Chambre des représentants européenne qui est le Parlement européen, nous avons un Sénat européen qui est le Conseil européen. Et nous, on propose des textes, et les textes, ils sont ensuite amendés, travaillés, votés par le Parlement, puis amendés, travaillés, votés par le Sénat européen qui est le Conseil, et ensuite, on mélange les deux pour avoir un texte final qui est ensuite revoté de façon similaire dans les deux chambres. On est un vrai système bicaméral. Je vous le dis parce que j'entends trop souvent dire « Oh ben ça c'est la technocratie de Bruxelles ». Non, c'est la démocratie européenne. Et les 5 lois dont je vous parle, qui sont des lois très simples, elles ont un seul objectif, donner maintenant des règles communes sur l'ensemble de notre marché numérique, de notre marché de la donnée, pour qu'on sache tous faire la même chose et qu'on permette à nos entreprises de profiter de la profondeur. Elles ont été votées par parenthèse toutes, entre 85 et 90% par le Parlement européen. On n'a jamais eu un tel soutien dans nos lois démocratiques. C'est vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est un soutien comme jamais on en a eu dans aucune loi européenne. Elles ont toutes été votées à l'unanimité des 27 États membres. Donc ce corpus dont je viens de vous parler, c'est notre force, on peut en être fiers. Ça nous permet aussi, il faut le dire maintenant, pour la première fois, de pouvoir dire à tous ceux qui vont venir bénéficier de notre marché intérieur, et on les accueille, voilà, c'est pas comme on dit en anglais un free lunch, c'est pas gratuit, c'est formidable, vous venez donc proposer, mais chez nous on a aussi des lois. Ces lois, elles ne sont pas faites pour embêter quiconque, elles sont faites pour protéger notre démocratie, nos individus, nos compatriotes, nos concitoyens et nos enfants. Et mettre quelques règles de concurrence qui évitent la prédation ou les situations de monopole. Ce sont des lois, encore une fois, qui sont faites contre personne, mais uniquement pour nous. À une exception près, c'est qu'elles nous donnent désormais le moyen de dialoguer, d'exercer des discussions, des rapports de force avec ceux qui auraient voulu nous vassaliser, nous dire non mais attendez, arrêtez vous les Européens, non mais arrêtez, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, mais non, mais dans l'espace, non, mais avec nos GAFA, on a tout ce qu'il faut. On a de quoi avoir une identité qui va être, c'est fini. Oubliez vos identités nationales, on sait vous reconnaître. Oubliez vos monnaies nationales, on sait maintenant, ou européennes, on a nos propres monnaies. Oubliez vos règles de loi démocratique, on va vous dire comment il faut penser ou comment il faut agir. Et bien sûr que c'est plus confortable, mais pour la première fois, voilà un continent qui s'est levé. C'est le premier qui a décidé précisément de reprendre la main dans son espace informationnel, de façon très simple, et de dire, voilà, en Europe, on accepte évidemment tout le monde, on accepte ceux qui vont nous livrer, je vais faire une métaphore, des voitures, sauf que nous, en Europe, on conduit à droite, voilà. Alors si vous avez fait des voitures qui conduisent à gauche, eh bien, il faut juste changer le volant, parce que c'est ça, nos lois. Ni plus ni moins. Mais ça nous permet aussi de rentrer en discussion, évidemment, avec eux, et de leur dire, voilà ce qu'il faut faire et voilà comment vous comporter pour nous, uniquement pour nous. Alors évidemment, ça les gêne, parce qu'il faut un peu changer, et ça gêne aussi peut-être certaines puissances. J'ai eu des discussions compliquées avec l'administration américaine, et je ne parle pas de celle-là, y compris les autres, parce qu'évidemment, j'entendais la petite musique. Ah non, mais attendez, arrêtez, vous les Européens, parce qu'en Europe, enfin, vous régulez, et aux États-Unis, nous, on innove. Cette petite musique, elle est portée par qui? Elle est portée par les GAFAM. Elle est portée par les GAFAM. Et je vous mets en garde et je nous mets en garde pour tous ceux qui pourraient s'apparenter, je ne vise personne évidemment, à des porte-voix de cette petite phrase. Aux États-Unis, on innove, en Europe, on régule. Donc il faut arrêter la régulation. Mais arrêter la régulation, ça veut dire quoi? Recasser, rebâtir les 27 murs qu'on a fait, parce que la régulation, elle était faite pour avoir un seul marché unique. Bien sûr qu'ils adoreraient. C'est tellement plus facile pour eux, parce qu'à ce moment-là, on est complètement démunis, on est affaibli, on est vassalisé. C'est ça la petite musique que ça porte. Donc je nous mets tous en garde contre ceux, alors c'est pas du tout ce que je dis, mais qui pourraient s'apparenter à des idiots utiles, qui véhiculent précisément ce message, qui est un message anti-européen, anti-souveraineté, anti-innovation. Alors que la réalité, c'est quoi?
J'ai été ingénieur, je suis toujours ingénieur, j'ai été chef d'entreprise, j'ai dirigé des grandes entreprises de technologie. J'ai toujours, dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, voulu m'impliquer en matière de recherche et développement. J'étais le primus inter pares. Et je peux vous dire que dans tout ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours veillé à donner des lignes directrices à nos centres de recherche, à nos chercheurs, pour leur dire voilà où on peut investir, voilà où on ne peut pas. Et après ça, libre à vous d'y aller. Mais au moins, vous avez des lignes. C'est vrai que dans l'industrie aérienne, il y a quelques contraintes de sécurité. Eh bien voilà, est-ce qu'elles ont empêché l'innovation? Pas du tout. Est-ce que ça, au contraire, ça stimule l'innovation? Bien entendu. Donc arrêtons avec cette musique, dont on sait vraiment exactement pourquoi elle est faite et par qui, et revoyons maintenant quels sont nos points forts. Et c'est ce que je voudrais vous dire maintenant dans le quart d'heure qui nous reste. Parce qu'évidemment, on a évidemment énormément de points forts. D'abord, ça y est, on a enfin un marché unique, numérique, et 1,5 fois plus grand que les Américains. Ah ben ça leur plaît pas, ben on le comprend. Et ça, il faut le garder coûte que coûte. Je nous mets en garde contre ceux qui seraient tentés éventuellement, contre des coups de boutoir qu'on peut voir ici ou là, et en particulier outre-Atlantique en ce moment, disant je vous mets un tarif, sauf si jamais vous commencez à détricoter vos lois, et notamment vos lois dans l'espace numérique. Jamais, 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 c'est notre socle démocratique. Jamais on ne bradera notre socle démocratique contre contre quiconque, y compris des discussions de nature commerciale. C'est pareil pour notre intégrité territoriale. Attention à ne pas tomber dans ce type d'excès. Je pense qu'on ne tombera pas, mais mieux vaut prévenir que guérir. Deuxième élément, pourquoi nous sommes fiers de ce qu'on a fait et de ce qu'on est? Parce que la quasi-totalité des innovations dont on parle, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans les semi-conducteurs, que ce soit aussi dans tous les développements quantiques, et la physique quantique, on en dira un mot à la fin, ils ont été développés en Europe. La quasi-totalité, leur origine. Bien sûr, il y a eu des applications de développement qu'il faut admirer ailleurs ensuite, bien entendu, en particulier aux États-Unis, et de façon très brillante. Mais nos scientifiques, nos chercheurs, nos entrepreneurs tiennent une part extrêmement lourde, extrêmement importante dans précisément tout ce qui fonde aujourd'hui cette troisième phase du cycle de Kondratiev dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous permet aujourd'hui d'envisager un nouvel avenir et qu'il faut prendre du bon pied. Et puis enfin, on a évidemment tout l'écosystème de formation. C'est un fait, la quasi-totalité, un très grand nombre de ceux qui travaillent maintenant, malheureusement, ils ne travaillent plus toujours en France. Ils vont travailler précisément là où quoi? Là où il y a les start-up, là où il y a les entreprises, là où il y a l'argent. Et c'est le point que je voudrais développer une seconde avec vous, si vous le permettez. Ce qui nous manque, il ne nous manque pas les talents, on les a. Il ne nous manque pas les entrepreneurs, on les a. Il ne nous manque pas les technologies, on les a. Il ne nous manque pas les données. On a le plus grand réservoir de données maintenant au monde, et notamment de données industrielles et de données professionnelles. Attention à ce qu'on ne les vole pas, par mégarde ou par facilité. Attention, ces données appartiennent aux Européens. Je le redis de façon très claire. Il y a des tentatives aujourd'hui, là aussi, de dire données contre quelque chose. Ces données, c'est absolument vital. Et dans toutes les régulations que j'ai mises en place, avec évidemment mes équipes et ensuite votées par les co-législateurs, il y a toujours cet aspect qui est absolument essentiel. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est précisément d'avoir les moyens financiers pour accompagner ensuite les développements. Et pourtant, les moyens, on les a. On est le continent qui a le plus d'épargne au monde. Le taux d'épargne du continent européen, c'est près de 16%. Pour vous donner un ordre de grandeur, le taux d'épargne aux États-Unis, il est de 4,6%. On a 10 points de plus d'épargne que les Américains. Parce que les Américains investissent. Ils ont le moyen d'investir. Et ils investissent, tiens, bis repetita, avec un seul marché de l'union des capitaux. Et nous, on en a encore 27. Donc, le seul objectif qui nous reste à mener, pour moi, c'est le primordial, c'est de faire ce que nous avons fait, ce que j'ai contribué de là où j'étais à faire, avoir enfin un seul marché unique des données et du numérique, avoir enfin un seul marché unique des capitaux. C'est ce qu'on appelle l'Union européenne des capitaux, Capital Union Market. C'est absolument essentiel. Tous les États membres ne sont pas d'accord, je le sais, notamment l'Allemagne freine. Il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership. C'est vital. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 300 milliards d'euros par an d'épargne des Européens, quittent le continent européen pour aller s'investir aux États-Unis, parce qu'il y a de meilleurs rendements, parce que c'est plus facile. Et tout notre sujet maintenant, à nous, Européens, c'est de faire en sorte que notre épargne européenne
qui est la plus abondante du monde, aille s'investir, non pas pour financer nos dettes, mais précisément pour financer nos start-up, notre avenir, nos entreprises, nos innovations technologiques. C'est ça, me semble-t-il, le sujet numéro 1 que nous devons porter et pousser aussi ceux qui sont désormais chargés de diriger nos institutions, de réaliser, coûte que coûte, avec l'énergie et le leadership qu'il faudra. Si on réussit ça, et il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, on a réussi à le faire, notamment pendant les crises qu'on a connues, le Covid, etc., eh bien, je peux vous dire que nous avons tout ce qu'il faut pour s'engager dans cette troisième voie, cette troisième phase, ce troisième cycle de Kondratiev, celui, encore une fois, qui va voir l'exploitation du patrimoine de l'humanité que nous avons stocké, nous avons emmagasiné dans des gigantesques data centers pour pouvoir permettre précisément à l'ensemble de nos entrepreneurs de commencer à mettre leur innovation, leurs idées, leur énergie au service précisément de l'exploitation sectorielle ou globale de ces données pour offrir des services spécifiques qui vont nous permettre de progresser absolument massivement dans la santé, dans le transport, dans l'espace, dans nos vies quotidiennes, dans l'exercice de nos métiers traditionnels, pour aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, on voit très bien la feuille de route, elle est claire, on a tout ce qu'il faut, c'est précis, mais je vous le redis, et je reviens encore un petit peu, puisqu'on va parler beaucoup d'intelligence artificielle cette semaine, avec ce qui va se passer en France, et c'est bien qu'on fasse ce sommet, qui est un sommet, je le rappelle, qui est évidemment voulu et présidé par le Premier ministre Mundi indien et par le Président de la République française Emmanuel Macron. Donc ces deux leaders ont décidé que ce sommet se tiendrait à Paris, il se tient tous les 2 ans, très bien. Il va falloir évidemment en profiter pour mettre en avant ce que nous sommes, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire, mettre en avant aussi la chance n'est pas tombée du ciel. Le fait que nous sommes le premier continent qui avons pris à bras le corps les éléments qui peuvent être éventuellement à risque. On a identifié 4 risques principaux majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. On les a gradués. Les risques qui font qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont interdits, tout simplement en Europe. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais le social scoring, le fait d'utiliser les données personnelles qu'on a pu accumuler à notre insu et dire « non, monsieur Breton, vous voulez maintenant faire ci ou ça, mais compte tenu de ce que vous avez fait ça quand vous aviez 10 ans, puis ça quand vous aviez 12 ans, puis ça quand vous aviez 15 ans, c'est impossible parce que précisément, votre comportement passé ne peut pas justifier de ce que vous pouvez faire dans le futur. » Ça, c'est ce qui se passe en Chine, pour être très clair. Ça, on a décidé, nous, que ce n'est pas conforme à nos valeurs, on l'interdit. On fait en sorte, c'est un deuxième risque un peu moins fort, que dans les données de santé, il faut avoir un certain nombre d'éléments pour être sûr de quelles données on utilise et comment. Il y a aussi le fait, un troisième risque un peu moindre, qu'on appelle le watermarking, le fait que quand on a des informations, des images, des films qui sont générés par intelligence artificielle, il faut juste qu'on le sache, pour éviter précisément la désinformation. Donc voilà, on a gradué tout ça, et on va le mettre, et je le redis, on va le mettre en évidence, on va le mettre en mouvement dans les 5 ans qui viennent. On met en application tout doucement cette réglementation pour que tout le monde s'y adapte, non pas pour la création, c'est uniquement pour la commercialisation des services. La création est totalement libre, le développement est libre, mais tout produit à base d'intelligence artificielle ou large modèle qui va être vendu ou exploité en Europe, devra tout simplement veiller à ce que ces 4 niveaux de risque soient respectés. Donc ça n'a rien à voir avec le développement, ça n'a rien à voir avec la recherche, ça n'a rien à voir avec je ne sais quel tabou qu'on nous dit que ça va briser l'innovation. C'est juste qu'on a commencé, ça fait 5 ans, on a travaillé depuis 5 ans, on est le continent le plus avancé à réfléchir à ces quelques lignes directrices. Eh bien, il ne faut pas avoir honte, il faut en être fier, y compris de dire aux autres ce que nous avons fait qu'ils n'ont pas réussi à faire. Parce que moi, j'ai discuté des centaines d'heures avec les autres gouvernements du monde entier sur ces questions. Et beaucoup me disaient, on aimerait faire ce que vous avez fait, mais on n'a pas la puissance politique pour le faire. En particulier aux États-Unis. Les États-Unis, très divisés, on l'a vu du reste, en 2 blocs pratiquement à égalité, n'avaient pas la possibilité démocratique d'aligner leurs 2 chambres. Ils n'ont pas pu le faire. Donc maintenant, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, on va nous dire que nous, il faut qu'on l'arrête, parce que ça nous donnerait aussi un avantage implicite, parce qu'on est parti précisément sur ces réflexions,
de pouvoir éventuellement orienter aussi les autres. On n'est pas là pour évangéliser quiconque, mais c'est vrai, ce travail immense qu'on a fait, eh bien ça correspond encore une fois à ce que nous représentons, à ce que représentent pour nous nos valeurs démocratiques en Europe. Je voudrais juste, pour terminer, vous dire que, bien sûr, au cours des quelques jours qui vont venir, on va voir ces discussions avoir lieu, et que vraiment, je souhaite qu'on soit tous très nombreux, pour dire haut et fort que nous sommes fiers de l'écosystème que nous avons dans ce domaine. Dans un écosystème, il y a ce que beaucoup d'entre vous représentent ici. Il y a aussi tout le monde académique, il y a tous les chercheurs, il y a les centres de recherche, et il y a aussi les co-législateurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour donner un cadre désormais qui corresponde à nos valeurs. Soyons-en fiers. Vous savez, quand j'ai travaillé à ça, j'ai été l'impression de beaucoup de lobbies, d'énormément de lobbies. Y compris, c'était clair, et j'ai toujours respecté quiconque. Il y avait quelques startups qui sont des très bonnes startups et que, du reste, que j'encourage à continuer à se développer. Il y en avait deux. Il y en avait une qui s'appelait Mistral. Il y en avait une autre qui était française et qui était une très belle startup. Et une autre qui s'appelait Aleph Alpha, qui était en Allemagne. Bon, et qui était a priori pas en faveur de ce que faisait notre démocratie européenne sur ces questions. Et je le respecte, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'était il y a 2 ans. Où en est-on 2 ans après ? La première, je crois qu'on a vu qu'elle était très liée, et j'ai pas de critique, hein, il faut tout respecter hein, dans ce monde-là, avec Microsoft, et que le discours qui était tenu par elle était exactement le discours que j'entendais par ailleurs, mot pour mot, de la part de Microsoft. Je ne jette la pierre à personne, je ne fais que le constater. Quant à la deuxième, Aleph Alpha, elle a décidé d'abandonner toutes ses recherches dans l'intelligence artificielle, et en particulier dans les très larges modèles. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est à cause de l'AI Act que finalement elles ont évolué, puisque l'AI Act n'était pas encore entré en vigueur, il ne vient de commencer à rentrer en vigueur qu'il n'y a que 2 jours seulement, et il va le faire très progressivement pendant les 5 prochaines années. Je vous donne ce petit exemple pour vous dire que ne tombons pas encore une fois dans ce piège, je l'ai dit, mais je voudrais vous le redire encore une fois, qui est au fond une très grande fierté pour nous, et qui n'est absolument pas antinomique, et je vais le dire sur cette terre, qui sait ça mieux que quiconque, et en particulier, qui sait mieux que quiconque que quand on travaille dans ces domaines, que le CEA, et en particulier que le LETI, que quand on travaille dans ces domaines, il y a quelques précautions des fois à prendre. Le CEA a développé son savoir-faire, sa culture, en partant des énergies nucléaires. S'il y a un domaine où effectivement on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine, qu'il faut prendre quelques précautions, c'est bien celui-ci, pour pouvoir être plus fort ensuite, sur l'énergie ou sur la santé. Et c'est parce qu'on a mis ces lignes directrices qu'on a pu avancer. L'innovation, encore une fois, a besoin aussi de quelques règles de base. Et je conclurai en vous disant, c'est tellement vrai que quand on regarde ce qui se passe dans le pays qui est le plus régulé au monde, le plus contrôlé au monde, je pense évidemment à la Chine. Il n'y a pas de pays plus contrôlé, plus régulé que la Chine. Ils ont quand même réussi à nous sortir d'IPSEC il y a 3 jours. Donc ça veut peut-être dire qu'effectivement, régulation et innovation ne sont pas antinomiques. Eh bien, la conclusion, mesdames et messieurs, c'est aussi un petit peu pour ça que je suis venu, pour trouver avec moi quelques-uns qui vont porter haut et fort, avec moi, avec tous ceux qui ont contribué à ça, ce discours de fierté qui est le nôtre, et ne pas nous laisser vassaliser par ceux qui ont d'autres intérêts que l'intérêt général européen qui doit nous animer par rapport aux défis qui sont devant nous. Je vous remercie.